Bonjour chers étudiants et chères étudiantes. Je vous fais encore une fois cette vidéo dans la suite des enseignements du droit constitutionnel, principalement l'analyse du chapitre 3 que nous avons consacré à l'organisation du pouvoir. Ce chapitre est subdivisé en deux sections. La première section que nous avons déjà analysée, consacrée à la division horizontale du pouvoir. Cette division horizontale du pouvoir nous a amené à déterminer, à travers les dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir dans la Constitution, quelle peut être la forme du gouvernement ou les régimes politiques. Je vous ai expliqué que c'est en fait en regardant la manière dont le constituant distribue ou organise la répartition de compétences entre les différentes institutions au niveau national, entre les différents pouvoir législatif et pouvoir exécutif notamment, que l'on peut déterminer s'il y a une collaboration ou une séparation stricte. Lorsqu'il y a une collaboration stricte, ou plutôt une séparation stricte, nous sommes en régime présidentiel. Lorsqu'il y a une séparation souple, nous sommes en régime parlementaire. On peut aussi trouver un modèle où il n'y a pas de séparation du tout, c'est-à-dire un modèle de confusion de pouvoir. Et là, nous sommes typiquement dans le type présidentiel ou dictatorial. En d'autres termes, c'est en se servant du principe de la séparation de pouvoir, cher à Montesquieu, que l'on peut définir les types de rapports qui peuvent exister entre les différents pouvoirs constitués au sein d'un État. Cette division horizontale du pouvoir nous a donc permis de déterminer qu'il existe trois types de séparation. Séparation souple, séparation stricte et séparation et confusion de pouvoir. Lorsqu'il y a séparation stricte, nous sommes en régime présidentiel. Lorsqu'il y a séparation souple, nous sommes en régime parlementaire. Et lorsqu'il y a confusion de pouvoir, nous sommes dans les régimes de type présidentialiste. Voilà en gros ce que nous avons dit. Et vous avez reçu des audios par rapport à ça. Sur la division horizontale du pouvoir. Bien entendu, vous n'oublierez pas que je vous ai dit qu'il existe aussi une certaine doctrine qui enseigne ce que l'on appelle les régimes semi-présidentiels. Que le professeur Eloko vous a dit que du point de vue de l'orthodoxie juridique, un tel type est difficile à identifier parce que la pratique politique elle est soit parlementaire, soit présidentielle. Je vous ai dit aussi que lorsque vous analysez la constitution de la RDC, vous regarderez au titre 3, chapitre 1, section 3, qui est consacré au rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, dans notre constitution, en analysant justement ce type de rapport-là, que l'on peut dire que nous sommes en régime parlementaire rationalisé, et moi j'ajoute avec un déplacement de l'équilibre de pouvoir vers l'exécutif, c'est-à-dire au profit du président de la République, qui est considéré ici, qui est posé ici dans la Constitution congolaise comme étant la clé de voûte, la clé
et donc le garant du fonctionnement des institutions de la République. Certains vous diront que c'est un régime de type semi-présidentiel, ils ont leurs arguments, mais en analysant les dispositions de la section 3, le premier chapitre du titre 3 de la Constitution, les constituants, même sans le dire, a voulu mettre en place un régime parlementaire rationalisé avec un déplacement de pouvoir vers l'exécutif ou en faveur de l'exécutif. Ça a été dit, c'est juste un rappel pour vous. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour la consacrer plutôt à la seconde section de ce troisième chapitre sur la division verticale du pouvoir. Et ici, j'ai dit en vidéoconférence que de la même manière, c'est en regardant la manière dont la Constitution organise la clé de répartition de pouvoir entre le niveau central et les démembrements inférieurs de l'État que l'on peut déterminer quelle est la forme de l'État prévue par cette Constitution-là. Si la division horizontale nous a permis de déterminer la forme de l'État ou le régime politique, la division verticale va nous aider à déterminer quelle est la forme de l'État. De l'autre côté, nous allons plutôt déterminer la forme du gouvernement. Là, ici, nous allons déterminer la forme de l'État. Donc, j'ai fait une petite confusion, j'espère que vous l'avez compris. Dans la division horizontale, nous avons déterminé la forme du gouvernement ou le régime politique. Dans la division verticale, nous allons déterminer la forme de l'État. Je sais que dans nos enseignements, notamment en sciences politiques, on vous a dit ce qu'était un État fédéral, ce qu'est un État unitaire. Il est centralisé, il est décentralisé. On vous a enseigné ce qu'était la confédération, ce qu'était tout type de régime, ou plutôt de formes d'État classiques. Dans cet enseignement de droit constitutionnel, on ne se limite pas aux définitions. Ce n'est pas la définition de l'État fédéral, d'État unitaire qui nous intéresse, mais c'est plutôt comment est-ce que vous, étudiants en sciences politiques, vous pouvez regarder une constitution de n'importe quel État du monde et vous dire que cette constitution-là, ou dans cette constitution-là, le constituant a voulu mettre en place une forme d'État fédéral, ou une forme d'État unitaire, ou une forme d'État intermédiaire. Cela dit, l'analyse ici va consister à quoi? À regarder justement cette répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir inférieur, entre l'État et ses démembrements. Dans certains pays, on parlera d'État fédéré, d'État fédéral, État fédéré. D'autres, c'est l'État central ou le pouvoir central et les régions. D'autres, pas de provinces. Donc ici, nous allons déterminer, en regardant justement la répartition des compétences entre le pouvoir central et ses démembrements et les collectivités territoriales, on peut dire si nous sommes dans un État pluraliste ou plutôt dans un modèle unitaire, ou alors, comme on l'a montré l'évolution des institutions dans certains pays comme l'Espagne et l'Italie, si nous sommes dans un modèle intermédiaire que l'on appelle l'État régional. En bref, en déterminant ce type de rapport, nous allons aboutir à 3 formes d'État. La première forme d'État, ou le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle pluraliste. Le modèle pluraliste ou polycentrique, vous avez bien compris,
C'est un modèle qui tourne aux plusieurs de centres, ou plutôt qui a plusieurs centres d'impulsion politique. C'est un modèle que j'appellerais aussi un modèle déconcentré, un modèle pluraliste, un modèle polycentrique, c'est-à-dire plusieurs centres d'impulsion politique. C'est ce modèle-là que l'on définit traditionnellement comme étant l'État fédéral. L'État fédéral, vous en savez déjà la définition, c'est un État qui est composé d'autres États. Le modèle se retrouve aux États-Unis, en Argentine, Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Nigeria, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Venezuela. Donc, il y a plusieurs pays qui ont donc adopté dans leur constitution, dans leur loi fondamentale, ce modèle pluraliste qu'est l'État fédéral, qui est défini traditionnellement comme étant un État composé d'autres États. Donc, c'est un ensemble d'États au-dessus desquels se superpose un autre État. Donc, un État qui est composé d'autres États. En son sein, ce sont les autres États, mais avec une structure au-dessus. En pratique, c'est un État qui superpose des organisations étatiques distinctes et y réalise ainsi une véritable division verticale du pouvoir située entre l'État supérieur qui est l'État fédéral et l'étage, ou plutôt les étages inférieurs, qui sont les États fédérés. Ces modèles superposés en deux étages. Le premier étage, c'est l'État fédéral, et le deuxième étage est composé des États fédérés. Je vais vous laisser aller regarder dans votre support quel type d'État fédéral existe. Vous avez la Confédération, vous avez l'Union des États. Mais ce qu'il faut retenir ici, ce qu'il faut savoir ici, c'est que comment peut naître un État fédéral? Comment naît un État fédéral? Comment les États arrivent-ils à se dire, à s'associer ou à se dissocier pour faire constituer un État superposé? Dans la pratique, on reconnaît donc, il y a donc des États fédéraux par association ou par agrégation, et il y a aussi des États fédéraux par dissociation ou par désagrégation. Ça veut dire quoi? En règle générale, un État fédéral naît du rapprochement d'États unitaires, c'est-à-dire des États unitaires qui jusque-là étaient souverains, qui décident par des circonstances historiques, politiques et historiques, ou diverses, de s'unir et accorder la plénitude de leurs attributions, c'est-à-dire de leur souveraineté, à un État qu'il exerce dans le domaine international et même dans le domaine interne. Donc, historiquement, c'est un groupe d'États qui s'associent, un groupe d'États souverains qui s'associent pour constituer ensemble un autre État, une autre structure au-dessus, qui est l'État fédéral, qui va en ce moment-là exercer les prérogatives souveraines de leur souveraineté, à la fois sur le plan interne et sur le plan international. Parallèlement, il existe aussi une autre forme d'émergence d'État fédéral, c'est un État fédéral par dissociation, par désagrégation. Ici, le fédéralisme provient de quoi? Du fait que c'est un mouvement inverse qui résulte du fait du morcellement d'un État unitaire ou de la désagrégation d'un ensemble
centralisé. Donc, c'est un État unitaire, grand, comme notre RDC, peut demain se dire, comme il y a déjà eu des arguments d'ailleurs depuis l'histoire, le pays est trop grand, le gérer à partir d'un seul centre d'impulsion, c'est difficile, donc on va multiplier des centres d'impulsion, donc les diviser en plusieurs États, mais on laisse une superstructure, un super État au-dessus, étant l'État fédéral, qui va gérer l'ensemble, la souveraineté, à la fois sur le plan international et sur le plan interne. Donc, l'État fédéral peut naître par association, il peut naître par dissociation. Cela étant dit, je ne vais pas revenir sur les confédérations et les unions d'États. Je vous laisse aller regarder votre support. Je vais plutôt m'intéresser à l'aspect du droit. Comment reconnaît-on un État fédéral? J'ai dit que c'est en regardant la manière dont la Constitution organise les rapports de pouvoir entre le niveau supérieur, c'est-à-dire entre le pouvoir central et le niveau inférieur, les démembrements de l'État lui-même. Mais quels sont les éléments qui vous permettent de dire, en regardant justement ce rapport-là, en analysant ce rapport-là, cette clé de répartition-là, quels sont les éléments qui peuvent vous dire que là, effectivement, je suis en présence d'un État fédéral? Donc, les critères pour déterminer un État fédéral sont de 3 ordres. Effectivement, sur le plan historique, on trouve plusieurs États fédéraux qui naissent soit par association, soit par dissociation. Qui sont le fruit de processus historiques variés en fonction des réalités sociopolitiques d'un État ou d'un autre. Mais lorsque l'on examine l'ensemble ou la majorité d'États fédéraux, 3 critères se dégagent. Le premier, c'est que un État fédéral est caractérisé par le principe de superposition. Deuxièmement, le principe d'autonomie. Et troisièmement, enfin, le principe de participation. Ce sont les 3 critères qui peuvent permettre de dire, lorsque l'on analyse la clé de répartition entre l'État fédéral, ou plutôt entre le pouvoir central et les pouvoirs inférieurs, de dire que là, nous sommes en présence d'un modèle pluraliste, c'est-à-dire un modèle qui a plusieurs centres d'impulsion politique et juridique. Donc, le premier critère, donc, c'est le principe de superposition, qui veut dire simplement dire que l'existence d'un État fédéral suppose donc la superposition ou la juxtaposition des 2 niveaux d'organisation politique et juridique. J'ai dit, ces 2 étages, un État fédéral et des États fédérés. Donc, le principe de superposition veut dire simplement que lorsque l'on superpose, lorsque l'on juxtapose 2 niveaux d'organisation politique et juridique, on est là en présence d'un État fédéral. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous rencontrez dans une loi fondamentale l'existence d'une double organisation politique, c'est-à-dire quoi? Une organisation institutionnelle et une organisation juridique. Vous avez d'un côté des institutions fédérales et des institutions des États fédérés. Vous avez d'un côté l'exécutif fédéral, vous avez de l'autre côté l'exécutif fédéré, l'État fédéré.
Vous avez d'un côté le Parlement d'État fédéral, vous avez de l'autre côté le Parlement de l'État fédéré. Vous avez d'un côté les cours et tribunaux de l'État fédéral, vous avez aussi de l'autre côté les cours et tribunaux des États fédérés. Et pour couronner le tout, chaque État fédéré dispose aussi d'une constitution, de sa propre constitution, à côté de la constitution de l'État fédéral. Donc, chaque État fédéré dispose aussi de son arsenal juridique propre, différent, ou plutôt à côté de l'arsenal juridique de l'État fédéral. Donc, vous avez bien compris, c'est un État à côté de l'autre État, même si celui-ci lui est supérieur. C'est ça le principe de superposition. Donc, un État se superpose à d'autres États. Cette superposition-là se fait soit au niveau d'organisation politique et au niveau d'organisation juridique. Le deuxième élément, plutôt avant que je passe au deuxième élément, il faut dire ici que les États fédérés exercent leur souveraineté sur leur territoire à travers, par le biais de l'État fédéral. C'est l'État fédéral en fait qui a l'armée, l'État fédéral qui a la diplomatie. Mais chaque État fédéré a une police, comme l'État fédéral a sa police. Donc, vous assistez là à une superposition à la fois d'organisation politique et une superposition d'organisation juridique. Voilà le premier critère qui peut dire que vous êtes en face d'un État fédéral, c'est-à-dire le critère de superposition. Le deuxième critère, c'est le principe d'autonomie. Bien entendu, on verra aussi que dans la forme unitaire, il existe une autonomie. Voilà. Les collectivités infra-étatiques peuvent disposer d'une forme d'autonomie. Mais ici, il faut dire que l'autonomie des États fédérés est une autonomie de triple niveau ou de triple compétence. Vous avez, les États fédéraux ont une autonomie constitutionnelle, donc chaque État fédéré a sa propre constitution, celle-ci étant le fruit du pouvoir constituant propre, c'est-à-dire de sa population, son peuple. Et chaque État fédéré a aussi une autonomie législative. Chaque État fédéré, donc, peut adopter ses propres lois et dans chaque État fédéré, il existe un parlement local qui adopte des lois locales, c'est-à-dire applicables sur le territoire d'État fédéré, que vous ne trouvez pas ailleurs. Voilà pourquoi aux États-Unis, vous pouvez entendre qu'il y a des États qui appliquent la peine de mort et d'autres États qui n'appliquent pas la peine de mort, parce que cela correspond à la législation interne. Cette autonomie-là aussi est une autonomie administrative et réglementaire. C'est-à-dire, chaque État fédéré dispose de sa propre administration et a un pouvoir réglementaire autonome. À côté, bien entendu, de l'administration fédérale, des lois fédérales, la constitution fédérale et le pouvoir réglementaire fédéral. Voilà la triple autonomie des États fédérés. C'est le deuxième élément, le deuxième critère qui nous permet de déterminer si on est en face d'un État fédéral. Dans cette autonomie, la plupart des constitutions, pour ne pas dire toutes les constitutions fédérales, organisent la clé de répartition des compétences entre le niveau central, entre l'État fédéral et les États fédérés. Cette clé de répartition des compétences,
se subdivise en 3 niveaux de compétences. Tout d'abord, la Constitution dit quelles sont les compétences dévolues au pouvoir central, c'est-à-dire à l'État fédéral. 2, quelles sont les compétences ou les pouvoirs que l'on reconnaît aux États fédérés, c'est aux autres démembrements. Et enfin, quelles sont les compétences concurrentes ou les compétences complémentaires, les terrains sur lesquels les 2 pouvoirs, les 2 États peuvent agir sans, évidemment, briser le principe de la hiérarchie. Bref, donc, je reviens un peu en arrière. Le principe d'autonomie qui accorde aux États fédérés une triple autonomie, constitutionnelle, législative et administrative, ne peut être d'application que si la Constitution détermine elle-même la sphère de compétences reconnues à chacun. Donc, quelles sont les compétences reconnues à l'État central, plutôt à l'État fédéral, et quelles sont les compétences dévolues aux États fédérés. C'est comme ça que dans les constitutions fédérales, vous trouvez 3 blocs de compétences. Les compétences exclusives dévolues à l'État fédéral, des compétences exclusives reconnues aux États fédérés et des compétences complémentaires ou des compétences concurrentes qui est le terrain neutre sur lequel l'un ou l'autre peuvent intervenir. Bien évidemment, avec ceci, comme cerise sur le gâteau, que les constitutions prévoient toujours l'arbitre qui peut déterminer quels sont, en cas de conflit plutôt, qui peut arbitrer le conflit entre le pouvoir central, entre l'État central et les États fédérés, lorsqu'il y a chevauchement de compétences. 3e critère pour déterminer l'État fédéral, c'est le principe de participation. Ici, il faut simplement dire que le principe de participation signifie que les États fédérés peuvent prendre part à l'exercice du pouvoir fédéral, peuvent donc être associés à la politique menée par l'État fédéral. Ce dernier étant le plus souvent l'œuvre volontaire des États fédérés, il est tout à fait normal et logique que les États fédérés participent à la vie des institutions fédérales. En d'autres termes, la volonté de l'État fédéral ne peut se former que si les États fédérés interviennent dans le rouage essentiel du pouvoir fédéral. Le partenariat entre le super-État, qui est l'État fédéral, et les États fédérés concourt donc à donner vie et existence à la fédération. Et cette participation se fait de 3 manières aussi. D'abord, la participation des États fédérés à la révision de la Constitution fédérale. Donc, ici, c'est un trait majeur, un trait fondamental, c'est une particularité de l'État fédéral, c'est que les États fédérés, dans un fédéralisme authentique, doivent participer à la révision de la Constitution fédérale. Cette participation se réalise au niveau du pouvoir constitutionnel dérivé à travers donc le Sénat, qui est l'émanation et la représentation des États fédérés au niveau du pouvoir fédéral.
Deuxième élément de cette participation, c'est que les États fédérés participent aussi à l'exercice du pouvoir législatif fédéral, notamment par le biais du Sénat. Cette participation des États fédérés se réalise par excellence au niveau législatif par l'existence d'une chambre basse, une seconde chambre qui est le Sénat. En effet, le Sénat représente les États fédérés et on peut dire que aussi un des traits distinctifs d'un État fédéral, c'est l'existence de deux chambres parlementaires. Dernier élément, c'est la participation des États fédérés à la désignation des organes législatifs. On peut se limiter simplement à dire ici que dans un État fédéral, notamment aux États-Unis, toutes les nominations de hauts cadres de l'administration doivent être validées par le Sénat, qui est donc la bouche, les yeux et les oreilles des États fédérés. Voilà les trois éléments qui peuvent nous permettre de dire que nous sommes en présence d'un État fédéral. Vous avez le principe de superposition, le principe d'autonomie et le principe de participation des États fédérés à la politique, à la vie publique de l'État fédéral. Donc, le modèle pluraliste, on le reconnaît comme ça. C'est un modèle qui a plusieurs centres d'impulsion et que l'on remarque notamment à travers le principe d'autonomie qui est constitutionnel, législatif et administratif. Deuxième modèle, lorsque l'on analyse les rapports entre le pouvoir central et les entités inférieures, le deuxième modèle, c'est le modèle unitaire, ou le modèle unicentrique. Le mot lui-même est disert, c'est le modèle qui n'a qu'un seul centre d'impulsion. L'État unitaire, donc, est un État qui compose sur son territoire et pour la population qui y vit une seule structure de pouvoir dotée des attributs de souveraineté. Autrement dit, l'État unitaire est un État dans lequel n'existe qu'un seul pouvoir, qu'un seul centre de décision, c'est-à-dire que l'exercice du pouvoir est monopolisé par un seul centre d'impulsion politique, le gouvernement central. Donc, un tel système implique donc l'unicité des autorités politiques. On y trouve donc un seul gouvernement, un seul parlement et une seule organisation judiciaire. Toute la différence avec le modèle pluraliste et pluricentrique, où vous avez plusieurs gouvernements, vous avez plusieurs parlements et vous avez aussi plusieurs cours et tribunaux. Vous avez des tribunaux de l'ordre, plutôt des institutions fédéraux et vous avez des institutions des États fédérés. Vous avez des législations des États fédéraux et vous avez des législations des États fédérés. Vous avez une administration fédérale, vous avez une administration des États fédérés. Ici, c'est l'unité ou l'unicité des organes politiques, un seul gouvernement, un seul parlement, une seule organisation juridictionnelle. Comme pour dire, ici, c'est l'unité de commandement. Ici, c'est l'unicité du pouvoir normatif. Le pouvoir normatif est un. Ce n'est pas comme dans l'État fédéral où le pouvoir normatif est pluriel, même ou plural. Ce n'est pas comme dans l'État fédéral où le pouvoir réglementaire est plural, où l'administration est plurale, où les institutions sont aussi plurales. Ici, nous sommes dans un modèle unicentrique.
Si les États-Unis sont l'exemple type de l'État fédéral, la France reste aussi le modèle typique de l'État unitaire. Ce qu'il faut simplement rajouter ici, c'est que ce seul centre d'impulsion, dans la pratique, peut s'exercer de deux manières. On peut donc assister à un État unitaire centralisé ou un État unitaire décentralisé. Lorsqu'il est centralisé, c'est que ce seul centre d'impulsion qui intervient sur l'ensemble du territoire national et qui s'applique à tous les individus qui y vivent. Les autres démembrements inférieurs de l'État ne sont que des simples divisions administratives du pouvoir central, sans aucune autonomie. Là, on est dans la centralisation. Le mot le dit très bien, centralisé. C'est-à-dire le pouvoir est centralisé, exercé par un seul organe, mais les divisions intérieures, les divisions inférieures que l'on retrouve dans les pays ne sont que des simples divisions administratives, ne sont que des simples exécutants du pouvoir central sans autonomie. Là, nous sommes dans un État unitaire centralisé. Par contre, l'État unitaire peut être aussi décentralisé, c'est-à-dire que le pouvoir central, ce pouvoir normatif unique, peut transférer, je dis bien transférer, une partie de ses compétences à d'autres organes, à d'autres structures, à qui il confie une certaine ou un certain nombre de compétences avec des moyens pour faire cette politique à sa place. Ça, c'est la décentralisation. C'est très important ce que je dis, parce qu'il y a une grande confusion entre centralisation et régionalisme, parce que la centralisation, plutôt la décentralisation et le régionalisme, parce que la décentralisation, elle est législative. C'est le Parlement, c'est le pouvoir central lui-même qui prend une partie de ses compétences pour en donner à certains organes qu'il crée, c'est-à-dire par la loi, et à qui il confie une forme de responsabilité, certaines responsabilités, avec des moyens pour accomplir cela. J'ai donné dernièrement l'exemple de la France, pour prendre juste un cas. L'organisation matérielle et technique des lycées, des collèges, des écoles maternelles et élémentaires ne se fait pas à Paris. Ce n'est pas au ministre de l'Éducation qui va aller voir comment fonctionne une cantine scolaire dans un coin de la France, en Polynésie ou je ne sais pas moi, en Corse ou à Marseille. Ces questions d'organisation technique et matérielle sont confiées pour les lycées ou régions créées par la loi à partir de 1982. Les collèges, leurs organisations matérielles sont confiées au département et les écoles maternelles élémentaires, leurs organisations matérielles sont confiées aux mairies. Donc c'est l'État central qui transfère une somme de ses compétences à des organes inférieurs à qui il dit « je vous donne ceci, faites ce travail-là à ma place, avec les moyens que je mets à votre disposition ». Là, on est dans un État unitaire décentralisé. Le pôle des décisions reste le même. Parce que lorsque ce transfert s'est fait par la loi, le détransfert peut aussi se faire par la loi. Donc, comme c'est le pouvoir central qui le donne ses compétences, le pouvoir central peut aussi les récupérer. Parce que peut-être le travail est mal fait, ou parce qu'il estime que le transfert de compétences qui a été fait n'a pas été conforme peut-être à la politique du gouvernement qui arrive. Donc, le transfert, dans un État unitaire, il faut retenir ça, le centre d'impulsion politique est le même. Le pouvoir normatif est le même. Un seul centre d'impulsion politique, un seul parlement. Un seul ordre juridictionnel.
Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas pluriel. Plusieurs. Lorsque l'on vient alors dans cette deuxième forme d'État unitaire qui est décentralisé, on peut les reconnaître aussi par un certain nombre d'éléments. D'abord, le principe de la libre administration. C'est-à-dire que là, le pouvoir central reconnaît aux entités inférieures une libre administration de leurs organes et de leurs compétences. Il y a aussi une autonomie matérielle qui se caractérise notamment par l'existence d'institutions propres. Ils ont donc là ce qu'on appelle la personnalité morale, reconnue comme étant des entités autonomes. Entités autonomes, donc distinctes de l'État, c'est-à-dire du pouvoir central lui-même. Cette autonomie matérielle, c'est aussi une autonomie organique, c'est-à-dire les autorités locales. Ces organes sont gérés par des autorités locales. Et il y a ici une autonomie fonctionnelle, c'est une autonomie de fonction. Donc leurs fonctions sont aussi autonomes, différentes des fonctions du pouvoir central. Donc le principe de libre administration se matérialise par une autonomie matérielle, une autonomie organique et une autonomie fonctionnelle. Deuxième critère pour déterminer lorsque l'on est dans un État unitaire décentralisé, c'est le principe de l'indivisibilité de la République. Ça veut simplement dire que la souveraineté est indivisible. En d'autres termes, on n'est pas dans la forme fédérale où la souveraineté est divisée entre l'État fédéral et les États fédérés. Ici, la souveraineté appartient au pouvoir central. Les autres n'obtiennent qu'une forme d'autonomie législative qui leur est accordée par le souverain, qui est le pouvoir central. Donc la souveraineté n'est pas partagée, n'est pas divisible, comme dans un État fédéral. Également, le principe de l'indivisibilité de la République signifie aussi l'indivisibilité du territoire. Ce principe signifie que le territoire reste intangible. Aucune partie plutôt de ce territoire ne peut se déclarer souveraine. Vous connaissez en France les revendications autonomistes des Corses, qui veulent aussi être un État, parce que c'est une île, avec leurs coutumes, avec leurs traditions, avec leur langue. Les Corses ont toujours revendiqué depuis des siècles, depuis des années, leur autonomie vis-à-vis de la France. Donc, ce principe de l'indivisibilité de la République signifie que le territoire français est indivisible. Il reste un et intangible. Donc, aucune forme d'indépendance ne peut être acceptée. Et 3, c'est aussi le principe qui affirme l'indivisibilité du peuple. Donc, une république une signifie une seule souveraineté, un seul territoire, un seul peuple. Voici les éléments qui peuvent vous permettre de dire que vous êtes dans un État unitaire, centralisé, lorsque les démembrements intérieurs n'ont aucune personnalité morale, n'ont aucun droit, aucune autonomie, mais ça reste des simples subdivisions administratives, des simples organes d'exécution de décisions prises au niveau central. Ou alors, il devient décentralisé, l'État unitaire donc, lorsque il reconnaît aux collectivités infra-étatiques le principe de libre administration et le principe de l'indivisibilité de la République.
libre administration, organique, fonctionnelle et matérielle, indivisibilité de la République, souveraineté une, territoire un et peuple un. Voilà le deuxième modèle d'État, de forme d'État que l'on connaît. Et le dernier, que nous avons développé assez longuement aussi la dernière fois, c'est le modèle intermédiaire, ou mixte, que l'on appelle l'État régional. L'État régional est aussi appelé l'État autonomiste ou l'État des autonomies. Il se situe donc dans une position intermédiaire entre l'État unitaire décentralisé et l'État fédéral. Je dis bien position intermédiaire entre l'État unitaire décentralisé et l'État fédéral. Je n'ai pas dit l'État unitaire tout court. Entre l'État unitaire décentralisé et l'État fédéral. C'est le modèle de collectivité que l'on trouve notamment en Espagne et en Italie, qui est en fait un modèle mixte parce que c'est un modèle qui emprunte à la fois à l'État fédéral et à l'État unitaire décentralisé. Quels sont les emprunts que l'on trouve ou que fait l'État régional auprès de l'État unitaire? 1. L'État régional plutôt est basé sur le principe de l'indivisibilité. Ce n'est pas comme dans l'État fédéral où la souveraineté, les territoires et le peuple sont divisés en plusieurs États fédérés. Mais c'est un État indivisible avec une seule souveraineté, avec un seul peuple et un seul territoire. Donc, l'emprunt que fait l'État plutôt régional auprès de l'État unitaire, c'est le principe de l'indivisibilité. Par conséquent, chaque région ou chaque collectivité autonome ou chaque province est une personne juridique de droit public, mais placée sous la tutelle d'un pouvoir central. Donc là, on est dans une forme d'autonomie relative. Ce n'est pas une autonomie absolue comme dans l'État fédéral. Une forme d'autonomie, bien sûr, assez avancée, assez importante, mais une autonomie placée sous la tutelle d'un pouvoir central. L'État régional emprunte aussi à l'État fédéral. L'État régional se caractérise par la reconnaissance d'une autonomie politique au profit des entités régionales et notamment d'un pouvoir normatif autonome. Je dis bien un pouvoir normatif autonome. On a vu que dans l'État unitaire décentralisé, le pouvoir normatif reste le même. Les entités décentralisées bénéficient d'une autonomie matérielle, d'une autonomie administrative, plutôt organique, et d'une autonomie fonctionnelle, mais non pas d'autonomie législative. Dans un État régional, les entités décentralisées, plutôt les provinces ou les régions, bénéficient d'une autonomie politique et notamment d'un pouvoir normatif autonome, pouvoir d'édicter leurs propres normes, le pouvoir d'édicter leurs propres normes en matière législative. En fait, il s'agit ici de prendre en compte certaines spécificités propres à chaque région. Spécificités ethniques, culturelles, linguistiques, religieuses ou ce que vous voulez. Mais, je reviens au-dessus, tout ceci se fait
sous la tutelle du pouvoir central. Je vais terminer par répondre à une question que vous posez sûrement, mais que nous allons développer longuement l'année prochaine, en deuxième année, dans le cadre du cours de droit constitutionnel congolais, à la question de savoir quelle est la forme de l'État de la RDC. La question a divisé les juristes, les constitutionnalistes notamment, à l'occasion ou à la suite de la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 qui régit notre pays depuis cette date. D'aucuns ont soutenu, notamment en regardant la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Vous allez prendre chapitre 1, section 3 de la Constitution notamment, plutôt section 3, non, je parle plutôt de section 2, chapitre 2, section 2, les articles 1, plutôt 201 à 206, l'article 201 à 206, qui régit les rapports entre le pouvoir central et les provinces en RDC. Vous prendrez aussi les articles 1 et 3 de la Constitution. L'analyse de ces dispositions ont amené certains juristes, certains constitutionnalistes à dire que la RDC était un État fédéral camouflé, ou un État fédéral qui ne dit pas son nom. D'autres, se basant sur l'article 1er, qui dit que la République démocratique du Congo est un État uni. Donc, on vit dans cette petite phrase, dans ce petit mot uni, le principe d'indivisibilité pour dire, pour déclarer que la RDC était un État unitaire fortement décentralisé. Décentralisation notamment en se référant de leur point de vue à l'article 3 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il faut savoir que le droit constitutionnel moderne, notamment un grand auteur, un grand juriste constitutionnaliste brésilien, qui s'appelle Brauer Carias, a démontré, après l'étude de plusieurs constitutions, les constitutions fédérales comme les constitutions unitaires, a démontré que dans la pratique politique, dans la pratique institutionnelle et même dans les textes eux-mêmes, il est difficile d'assister à un fédéralisme pur, comme il est impossible d'avoir un État unitaire fortement centralisé. L'évolution des institutions a montré, lorsqu'il analyse notamment les constitutions des différents pays, que les États unitaires se sont fédéralisés et les États fédéraux se sont décentralisés ou unitarisés. En d'autres termes, les deux formes d'État traditionnels que l'on connaît se sont retrouvées au centre. Et ce centre, justement, c'est l'État régional ou l'État intermédiaire. Bref, je vais vous dire par là que le constitutionnalisme moderne considère aujourd'hui que le fédéralisme pur n'est pas possible. Je vous ai démontré ça d'ailleurs dans l'analyse précédente, en parlant du régime présidentiel, ou en parlant même de la forme d'État, qu'il y a toujours un déplacement, il y a toujours une forme de collaboration, que les États fédéraux ont commencé aussi à mettre une dose de centralisation pour éviter quoi? Pour éviter l'éclatement de la fédération. De la même manière, les États unitaires se sont fortement fédéralisés pour éviter quoi? L'asphyxie de l'administration, non seulement, mais aussi les crises
internes provoquées par les différences régionales et ethniques que l'on retrouve dans plusieurs États, pratiquement dans tous les États du monde. Vous prenez l'Italie, entre ceux du nord et ceux du sud, des problèmes de division. Vous prenez la Belgique, entre les Wallons et les Flamands. Vous prenez l'Espagne, avec la Catalogne, les Basques, qui réclament toujours leur indépendance vis-à-vis de Madrid. Donc, toutes ces questions, vous allez en France, vous trouvez aussi les Corses, vous trouvez la Polynésie du Nord qui réclament aussi leur indépendance vis-à-vis de la France. Toutes ces questions, à un moment donné aussi, il y avait les Bretons, vous avez trouvé les Alsaciens. Donc, toutes ces régions, pour arriver à les maintenir dans un seul tenant, il faut leur reconnaître de larges autonomies proches des États fédérés. Donc, les États unitaires décentralisés ont décentralisé pour le besoin de fédéraliser leur système politique. C'est le chemin qu'a pris le constituant congolais. Je vous en dirai plus en deuxième année. Parce que le constituant congolais a été buté depuis l'indépendance, depuis 1960, depuis la table ronde à Bruxelles, à un conflit qui oppose, ou qui opposait, qui a continué à opposer jusqu'à aujourd'hui, la classe politique congolaise entre les tenants de ceux qui veulent un État fédéral. Vous trouvez à l'époque Tchombe, Kassavobe et consorts, et Kalonji, et ceux qui voulaient un État unitaire, Lumumba et Kizenge et consorts. Face à ce problème-là, la constitution belge, la loi fondamentale belge qui nous a été léguée en 1960, a évité justement de dire quelle était la forme de l'État de la RDC. C'est cela, cette solution-là, de couper la part en deux, c'est-à-dire de faire des emprunts, d'une part à l'État fédéral, d'autre part à l'État unitaire, pour départager donc les tenants de deux thèses, qui a été aussi retenue en 2006, parce que c'était une constitution votée post-conflit, après la grande guerre que le pays a connue depuis 1976, jusqu'en 2003, même au-delà, pour essayer de départager ceux qui voulaient un État unitaire et ceux qui réclamaient un État fédéral. La solution médiane a été retenue, c'est la solution de l'État régional. Ça, c'est sur le plan du principe et sur le plan politique. Sur le plan du droit, voici les éléments. Tout d'abord, on n'est pas en présence d'un État unitaire fortement décentralisé, même si certains y ont ajouté l'adverbe fortement. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je le répète ici, que la décentralisation, elle est législative. Dans un État unitaire, le pouvoir normatif n'est pas divisible. Il est le même. C'est ce pouvoir-là qui prend ses prérogatives pour en donner une partie au démembrement qu'il crée lui-même et à qui donne une forme d'autonomie organique, fonctionnelle et matérielle. Ce n'est pas le cas de ce que la Constitution de la RDC a fait. La RDC, vous prenez les articles 201, 202, 203. La Constitution détermine clairement la clé de répartition entre l'État, pouvoir central et les provinces. L'article 202 prescrit le stock de compétences exclusives reconnues au pouvoir central. L'article 203 détermine le stock de compétences exclusives appartenant aux provinces et l'article 204 va mettre en place des compétences complémentaires ou des compétences concurrentes dans lesquelles peuvent intervenir et le pouvoir central et les provinces, avec la Cour constitutionnelle comme arbitre en cas de conflit de compétences entre les deux blocs. Donc ici, la répartition des compétences n'est pas législative, elle est constitutionnelle. Donc on n'est pas dans un État unitaire, même fortement décentralisé. Nous sommes dans un État intermédiaire, un État régionaliste, que moi, professeur Eloko, j'appelle État provincialiste, parce que notre constitution n'a pas utilisé le terme région, il a utilisé le terme province. Voilà, en bref, la fin de ce troisième chapitre que nous avons consacré à l'organisation du pouvoir. Je vous remercie.